L'impasse persistante entre le Venezuela et les États-Unis a pris une tournure surprenante, lorsque des avions de chasse vénézuéliens ont défié l'un des navires de la marine américaine, envoyés dans le sud de la mer des Caraïbes le mois dernier. La direction vénézuélienne pensait sans doute qu'envoyer des avions de chasse survoler un navire de guerre serait une démonstration de force. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une grosse erreur. Une erreur qui pourrait mettre le pays, et surtout sa direction, dans une situation encore pire qu'elle ne l'était déjà. Pour comprendre exactement pourquoi le Venezuela a pris cette décision et ce que cela pourrait signifier pour le pays à l'avenir, il est important de d'abord saisir la situation dans son ensemble. Fin août, les États-Unis ont déployé une flottille de la marine dans la mer des Caraïbes, près du Venezuela, dans une campagne intensive contre les cartels sud-américains qui transportent de la drogue aux États-Unis. Le 2 septembre, les États-Unis ont intensifié leurs actions en menant une frappe aérienne contre un navire dans le sud des Caraïbes. Le navire aurait été lié au cartel vénézuélien Tren de Aragua et transportait des stupéfiants au moment de sa destruction. 11 personnes d'abord ont aussi péri dans l'attaque, détaillée par Donald Trump sur TRU-TH Social. Tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené une frappe cinétique contre des narcoterroristes Tren de Aragua, formellement identifiés dans la zone de Southcom. La TDA, organisation terroriste étrangère, désignée sous le contrôle de Nicolás Maduro, est responsable de meurtres de masse, trafic de drogue, traite sexuelle et actes de violence à travers les États-Unis et l'hémisphère occidental. La frappe a eu lieu alors que les terroristes étaient en mer, dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants vers les États-Unis. La frappe a entraîné la mort de 11 terroristes. Aucune force américaine n'a été blessée lors de cette opération. Considérez ceci comme un avertissement à quiconque songerait à introduire de la drogue aux États-Unis. Prenez garde. La publication de Trump montrait aussi une vidéo de la destruction du navire. Et à la suite de l'attaque, le secrétaire d'État américain Marco Rubio n'a pas exclu d'autres frappes, déclarant « Il s'agit d'une opération anti-drogue. Nous devons cibler les cartels de la drogue partout où ils menacent les intérêts des États-Unis. » Rubio a aussi suggéré que d'autres attaques pourraient déjà se produire. Quand l'OTAN a interrogé sur le bateau détruit, il a répondu « Au lieu de l'intercepter sur ordre du président, il l'a fait exploser. » Cela pourrait se reproduire, peut-être même en ce moment, je ne sais pas. Aucune autre attaque n'a été signalée depuis. Mais les tensions sont montées des deux côtés de la fracture. Avec le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, annonçant la mobilisation de la milice de son pays et accusant les États-Unis de tenter d'orchestrer de force un changement de régime, Maduro a déclaré « Le gouvernement des États-Unis devrait abandonner son plan de changement de régime violent au Venezuela et dans toute l'Amérique latine, et respecter la souveraineté, le droit à la paix, à l'indépendance. » Les États-Unis ont nié toute idée de changement de régime, Donald Trump affirmant « Nous ne parlons pas de cela. » Mais nous parlons du fait que vous avez eu une élection, qui était une élection très étrange, pour le dire gentiment. Donald Trump faisait, bien sûr, référence à l'élection vénézuélienne de 2024 très contestée, qui a vu Nicolás Maduro sortir vainqueur, malgré de nombreuses preuves du contraire. Les responsables américains ont aussi clairement indiqué qu'ils ne considèrent pas Nicolás Maduro comme le dirigeant légitime du Venezuela. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré « Le régime de Maduro n'est pas le gouvernement légitime du Venezuela, c'est un cartel narcoterroriste. Pour cette administration, Nicolás Maduro n'est pas un président légitime. Il est le chef fugitif de ce cartel, inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue dans le pays. » Se sentant menacé et sous pression, Nicolás Maduro a pris une décision audacieuse et risquée le 4 septembre. Il a ordonné à une paire de chasseurs F-16 du Venezuela de survoler l'un des navires de guerre de la marine américaine, stationné dans la mer des Caraïbes, l'United States Ship, Jason Dunham, pour être précis. Ce navire porte le nom du caporal des Marines américains, Jason Lee Dunham, qui a donné sa vie pour sauver des camarades durant la guerre en Irak. C'est l'un des nombreux destroyers de classe Arleigh Burke dans la région, et l'un des navires de guerre les plus puissants au monde. Peut lancer divers missiles et torpilles sur des cibles terrestres, maritimes et aériennes. Les deux F-16 auraient effectué 2 survols distincts du United States Ship Jason Dunham au cours de la journée. Et le département de la défense des États-Unis a ensuite publié des images vidéo vérifiées de l'incident.
Certaines séquences diffusées par des médias vénézuéliens ont depuis été signalées comme étant des images d'exercices sans rapport. Il y a une certaine ironie dans l'idée que le Venezuela tente d'exhiber sa force face à l'Amérique tout en utilisant littéralement des avions fabriqués aux États-Unis dans le processus. Mais cela montre aussi à quel point la relation entre les États-Unis et le Venezuela s'est détériorée au fil des années. En mai 1982, Caracas et Washington ont signé leur premier accord de vente de F-16. À l'époque, le Venezuela entretenait de bonnes relations avec les États-Unis et avait l'honneur distinct d'être la toute première nation sud-américaine autorisée à acheter et à piloter des F-16. C'était également le seul pays du continent à utiliser des F-16, aussi appelés Vipers. Pendant plus de 2 décennies auparavant, d'autres nations comme le Chili et l'Argentine ont acquis leurs propres F-16 dans le cadre du programme F-16. Le Venezuela a reçu 16 F-16A monoplace et 8 F-16B biplace entre 1983 et 1985. À l'époque, ils étaient sans doute les meilleurs avions de chasse de toute l'Amérique du Sud et une véritable source de fierté pour le peuple, l'armée et les dirigeants du Venezuela. Les États-Unis ont également fourni à Caracas 150 missiles à guidage infrarouge Air-Air Air Intercept Missile, 9 L, P4 Sidewinder, améliorant considérablement la puissance et la capacité de frappe de ses forces aériennes. Les F-16 ont vite remplacé l'ancienne flotte vénézuélienne, composée surtout de Mirage 3 intercepteurs et de Mirage 5 d'attaque français. Le Venezuela a mis ses F-16 à contribution en novembre 1992 lorsqu'un coup d'état militaire a été lancé contre le président de l'époque, Carlos Andrés Pérez, par des officiers loyaux au chef révolutionnaire Hugo Chavez. Les pilotes fidèles au gouvernement ont pris les airs à bord de leur Viper, revendiquant 3 victoires, dont l'abattage d'un OV-10 Bronco utilisé par le mouvement pro-Chavez. Par la suite, le Venezuela a même envisagé d'augmenter sa flotte de F-16. Il voulait acheter d'autres avions aux États-Unis et moderniser ceux déjà en service avec des moteurs plus puissants. Les États-Unis avaient validé ces plans en 1997, mais ensuite, leurs relations avec le Venezuela se sont nettement détériorées. Hugo Chavez est président depuis 1999. Le Venezuela s'est vite éloigné des États-Unis pour renforcer ses liens avec la Chine et la Russie. Un embargo complet sur la vente d'armes américaines a été imposé en 2006 et a été renouvelé chaque année. Chavez, dans un accès de colère contre les États-Unis, a menacé de vendre les derniers F-16 du Venezuela à l'Iran, un des principaux ennemis de l'Amérique. Le temps a passé depuis, et le Venezuela est passé de l'ère Chavez à l'ère Maduro, ce dernier ayant pris le pouvoir en 2013. Mais la situation ne s'est pas améliorée. En fait, à bien des égards, elle s'est beaucoup aggravée. Maduro est pourtant non seulement accusé de truquer les élections, mais aussi de s'associer avec des cartels, de commettre des violations des droits de l'homme et de provoquer une crise humanitaire massive qui a entraîné un effondrement économique généralisé dans son pays et une migration de masse, avec près de 8 millions de personnes ayant quitté leur patrie. Pourtant, malgré tous ces bouleversements et ce chaos, le Venezuela a tout de même conservé au moins une partie de ses F-16 d'origine qu'il avait reçus il y a environ 40 ans. Bien sûr, le temps fait son œuvre, et il est probable que ces avions de chasse ne soient plus vraiment en parfait état de fonctionnement aujourd'hui. Surtout si l'on considère que les États-Unis n'ont envoyé aucun avion supplémentaire ni pièce de rechange au Venezuela depuis de nombreuses années. Cependant, Caracas se tournerait vers le marché noir pour obtenir les pièces essentielles dont elle a besoin, afin de maintenir sa flotte de Viper active et opérationnelle. On dit aussi qu'elle aurait demandé l'aide d'Israël, adaptant ses F-16 pour tirer des missiles aériens israéliens, Python 4. Israël a aussi livré au Venezuela des systèmes de navigation Lightning et des pods de ciblage, ainsi que, selon certains rapports, des armes air-sol de précision israélienne à Caracas. Et c'est tout près de Caracas que les Vipers restants sont basés, dans la zone d'El Libertador à Maracay, sous le commandement du Grupo Aéreo de Casa 6, surnommé Los Dragones. Cependant, on dit qu'aujourd'hui la flotte est nettement plus réduite qu'autrefois. Selon Flight Global en 2024, le Venezuela n'aurait plus que 3 F-16A monoplace et un F-16B biplace. L'armée de l'air privilégie désormais les chasseurs russes, Su-30 Mark, Devi, flanqués aux F-16 américains. 24 Su-30 ont été envoyés au Venezuela entre 2006 et 2008, et ils sont plus modernes et performants que les F-16. Il est donc surprenant
que Caracas utilise toujours les Vipers et les envoie pour survoler un navire de guerre américain. Quoi qu'il en soit, les États-Unis n'ont évidemment pas apprécié les manœuvres aériennes du Venezuela. Peu de temps après que les F-16 ont été repérés, le ministère de la Défense, récemment renommé, a publié la déclaration suivante en ligne. 2 avions militaires du régime Maduro ont survolé aujourd'hui un navire de la marine américaine, en eau internationale. Cette provocation visait à interférer avec nos opérations anti-narcoterrorisme. Le cartel qui dirige le Venezuela est fortement conseillé de ne pas tenter d'autres actions visant à obstruer, dissuader ou interférer avec les opérations de lutte contre le narcotrafic et le terrorisme menées par l'armée américaine. Le communiqué n'a donné aucun détail supplémentaire, mais les responsables américains ont clairement indiqué qu'ils considèrent cette initiative comme un acte de provocation, et les États-Unis ne tolèrent pas les actes de provocation. Lorsqu'on lui a demandé ce qui pourrait se passer si le Venezuela tentait une autre manœuvre similaire dans les jours à venir, le président Trump a été sans équivoque dans sa réponse. Et si des gens veulent s'amuser à aller en haute mer ou en basse mer, ils vont avoir des ennuis. Trump s'est alors tourné vers son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, et le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés. Il a ajouté « S'ils volent dans une position dangereuse, je dirais que vous pouvez. Vous ou vos capitaines décidez de ce qu'ils veulent faire. » Si cela n'était pas assez clair, Trump a également lancé un autre avertissement franc aux pilotes de Maduro. S'ils nous mettent dans une position dangereuse, ils seront abattus. Quelle que soit l'intention du Venezuela avec cette manœuvre, cela a échoué. Non seulement l'Amérique a redoublé de menaces de riposter contre toute nouvelle action similaire, mais elle est aussi allée beaucoup plus loin en renforçant ses forces dans la région. Dans une démonstration de force bien plus grande et plus percutante que tout ce que l'armée vénézuélienne pourrait espérer réaliser. Moins de 24 heures après l'arrivée des F-16, Donald Trump a envoyé 10 F-35 sur un aérodrome de Porto Rico pour renforcer les forces luttant contre les cartels. Lorsqu'il s'agit de classer les meilleurs avions de chasse du monde, le Lockheed Martin F-35 Lightning figure régulièrement en tête de liste. Il est propulsé par le Pratt & Whitney RF-135, le moteur d'avion de chasse le plus puissant jamais construit. Et il peut atteindre des vitesses de Mach 16, soit 16 fois la vitesse du son, ce qui équivaut à plus de 1200 miles par heure ou près de 2000 km par heure. Chaque avion coûte environ 85 millions de dollars à fabriquer, illustrant la puissance du F-35, son incroyable maniabilité, sa furtivité supérieure et sa puissance de feu en font un choix idéal pour de nombreuses missions. Le F-35 surpasse largement le F-16. Il est plus élégant, furtif et doté de technologies bien plus avancées. Le F-16 reste un bon chasseur, mais il ne rivalise pas avec le F-35 dans les domaines clés. On peut en dire autant à plus grande échelle en comparant l'armée vénézuélienne à l'américaine. Les États-Unis possèdent de loin les forces armées les plus puissantes et les mieux équipées au monde. Ils dépensent bien plus que toute autre nation pour la défense, et ont bâti une force inégalée grâce à des investissements massifs. Sur terre, dans les airs ou en mer, les États-Unis dominent le champ de bataille grâce à leur équipement supérieur, véhicules avancés et forces parfaitement entraînées. Même face à la Chine et la Russie, les États-Unis dominent presque toutes les catégories militaires. Sa puissance militaire surpasse largement celle du Venezuela. C'est pourquoi toute tentative du Venezuela de démontrer sa force ou de projeter sa puissance est relativement vaine. Rien dans son arsenal ne pourrait vraiment effrayer ou intimider les États-Unis. Et l'Amérique a toujours quelque chose de bien plus grand et impressionnant à exhiber. En retour, comme on le voit ici, le Venezuela lance quelques F-16. Alors les États-Unis répondent avec 10 F-35. Et ce n'est pas tout ce que l'Amérique a prévu. Le pays a aussi décidé de supprimer le statut de protection pour de nombreux Vénézuéliens vivant aux États-Unis depuis plusieurs années à cause des troubles dans leur pays. Le 3 septembre, un jour avant l'incident du F-16, le département de la sécurité intérieure a annoncé qu'il mettrait fin à la désignation de statut de protection temporaire de 2021 pour les Vénézuéliens. Le statut de protection temporaire concerne uniquement les Vénézuéliens éligibles déjà aux États-Unis, pas les nouveaux arrivants. La fin du programme est prévue pour le 7 novembre 2025, le département de la sécurité intérieure expliquant sa décision comme suit. En tenant compte de la sécurité, des facteurs migratoires, de l'immigration, de l'économie et de la politique étrangère.
Il est clair que permettre aux ressortissants vénézuéliens de rester temporairement aux États-Unis n'est pas dans le meilleur intérêt de l'Amérique. À la suite de cette annonce, la perspective d'une nouvelle intervention militaire américaine contre le Venezuela semble plus probable. Et les actions provocatrices du 4 septembre n'ont fait qu'aggraver la situation pour Maduro et les cartels qu'il soutient. Trump a averti que les cartels sont dans la ligne de mire et le président envisagerait toute une série d'options pour de nouvelles frappes contre les trafiquants de drogue opérant au Venezuela. Certaines options incluraient des attaques directes contre des cibles à l'intérieur du pays, et pas seulement dans les eaux voisines. La déclaration du secrétaire d'État Marco Rubio affirmant que les États-Unis s'attaqueront aux cartels partout renforce encore cette perspective, et il se pourrait bien que l'on voit l'armée américaine lancer des attaques précises et mortelles, non pas contre les quartiers généraux des cartels ou les routes de contrebande, dans les jours et semaines à venir. Certains responsables pensent aussi que cela accentuera la pression sur Maduro, poussant les cartels à envisager de renverser le président vénézuélien, provoquant le changement de régime que Maduro paraît en craindre. Quant à Maduro lui-même, le 7 septembre, il s'est engagé à consacrer davantage de ses ressources militaires aux États côtiers, dans le but de lutter contre le trafic de drogue. On affirme que le président a envoyé des milliers de soldats en renfort dans la région de Guajira, État de Zulia, et sur la péninsule de Paraguaná, État de Falcón. Selon le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino, ces zones font partie d'une route de trafic de drogue bien connue. Le Venezuela compte aussi renforcer sa présence militaire dans les États de Sucre, Delta Amacuro et sur l'île de Nueva Esparta, avec environ 25 000 soldats déployés au total, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 10 000 qui se trouvaient dans la région jusqu'à présent. Padrino a également publié une déclaration claire sur les réseaux sociaux, suggérant que le Venezuela est prêt à régler ses propres problèmes, et que les États-Unis ne devraient pas intervenir. Personne ne fera le travail à notre place, ni ne viendra accomplir ce que nous devons faire ici. Les dirigeants du Venezuela ont également cherché à renforcer leurs relations avec la Chine ces derniers temps, et semblent espérer que le président chinois, Xi Jinping, viendra à la rescousse du pays. Si l'Amérique montre plus d'agressivité, Pékin verra sûrement Caracas comme un allié clé. La Chine a investi environ 67 milliards de dollars au Venezuela depuis 2007 et a signé de nombreux contrats avec le pays pour financer divers projets de développement et de construction, dont l'exploitation minière, la recherche, le logement, les satellites de communication et une compagnie ferroviaire. La Chine achète aussi beaucoup de pétrole au Venezuela, et son soutien a permis au pays de tenir, malgré l'effondrement économique et la chute spectaculaire de sa monnaie. Cependant, cela ne signifie pas forcément que la Chine s'engagerait dans un conflit majeur, surtout face aux États-Unis, juste pour défendre les intérêts du Venezuela. Pékin a publié une déclaration ferme, après que l'Amérique a rassemblé une force navale dans le sud des Caraïbes. Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que la Chine s'oppose à toute action violant la Charte des Nations Unies, la souveraineté et la sécurité d'un pays. Nous rejetons l'usage ou la menace de la force dans les relations internationales et l'ingérence extérieure dans les affaires internes du Venezuela. Nous espérons que les États-Unis feront plus pour la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine est depuis restée discrète, avec actuellement des priorités plus importantes que le Venezuela, et avec les États-Unis étant si actifs et agressifs dans leur campagne contre les cartels, Pékin pourrait décider qu'il est dans son meilleur intérêt d'éviter d'intervenir, et de potentiellement aggraver la situation. Pendant ce temps, l'avenir de Maduro, ainsi que celui de ses complices du cartel, semble de plus en plus sombre. Vous pouvez en savoir plus sur cette situation évolutive dans notre vidéo récente. En observant la mobilisation initiale des forces navales américaines vers la côte vénézuélienne et l'attitude de Maduro face à un possible conflit avec les États-Unis. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de pouvoir être informé des dernières nouvelles dès qu'elles surviennent.